Bienvenue dans le débat. Vous savez, quand on conçoit l'architecture d'un système informatique, on a longtemps été confronté à une dichotomie assez stricte. Ça me rappelle un peu l'architecture immobilière, en fait. Ah oui, le fameux bunker contre le gratte-ciel. Exactement. Soit vous construisez un bunker souterrain, c'est ultra sécurisé, vos données sortent pas, vous contrôlez absolument chaque brique, mais bon, l'espace est forcément limité. Hmm. Soit vous choisissez de louer un immense penthouse en verre, tout en haut d'un gratte-ciel. C'est infiniment plus vaste, lumineux, puissant, mais au final, les murs appartiennent à quelqu'un d'autre. C'est le dilemme historique des développeurs, ça. La forteresse locale d'un côté et la tour de verre du cloud de l'autre. Le contrôle absolu contre la puissance brute. Et pendant très longtemps, il n'y avait pas de juste milieu, il fallait vraiment trancher. Voilà, et c'est justement ce qui nous réunit aujourd'hui. Nous allons explorer les multiples facettes d'une rupture technologique qui est en train de brouiller cette frontière. Le 2 avril 2026, Google DeepMind a publié Gemma 4. Ouais, une date marquante, hein. Absolument. C'est pas simplement une petite mise à jour incrémentale, c'est une refonte architecturale majeure de leur modèle ouvert. Et surtout, c'est distribué sous la licence Apache 2.0 qui est la plus permissive du marché. Sans aucun plafond d'utilisateurs actifs, sans les restrictions commerciales un peu ambiguës qu'on peut voir chez la concurrence. Tout à fait. C'est un changement de paradigme fondamental pour tout l'écosystème open source, en fait. Et c'est ce qui nous amène à notre question centrale d'aujourd'hui. Avec l'émergence de ce qu'on commence à appeler le Gemaverse, et avec des outils comme OpenCLPO pour orchestrer des agents, quelle est aujourd'hui l'architecture optimale pour construire un assistant personnel robuste, un vrai assistant du quotidien? Vaste programme. N'est-ce pas? De mon côté, je suis vraiment convaincu que la véritable innovation de Gemma 4, c'est sa capacité d'exécution locale et souveraine. L'utilisation des petits modèles suroptimisés de la gamme, spécifiquement le E2B et le E4B, ça permet aux développeurs de garantir une indépendance totale sans sacrifier la multimodalité. Ah, je suis désolée, mais je n'y crois pas du tout. Alors que pour ma part, je suis convaincue que s'enfermer volontairement dans du matériel local, c'est une erreur de conception majeure. Vraiment? Majeur? Oui, absolument. La véritable prouesse technique de Gemma 4, c'est pas de faire tourner un petit modèle sur un ordinateur portable. C'est plutôt l'accès démocratisé via des API hybrides et des plateformes cloud à leur modèle titanesque de 31 milliards de paramètres. Je vois. C'est cette architecture décentralisée qui permet d'atteindre le niveau cognitif de pointe qu'un véritable agent autonome moderne exige aujourd'hui. Bon, entrons dans le vif du sujet en commençant par ce qu'on pourrait appeler le cerveau de l'assistant. Allons-y. Pour moi, le choix de Google avec Gemma 4 est brillant, parce qu'ils n'ont pas simplement cherché à gonfler le nombre de paramètres, ils ont travaillé sur la densité. Prenons le modèle EKTB par exemple. Celui à 4,5 milliards. Exact, environ 4,5 milliards de paramètres. Ce que cela signifie dans le monde réel, c'est qu'un développeur avec un ordinateur portable tout à fait standard doté de 16 gigaoctets de RAM, il peut faire tourner une intelligence artificielle ultra sophistiquée. Enfin, ultra sophistiqué, tout est relatif. Attendez, vous installez l'infrastructure avec une simple ligne de commande, vous connectez vos scripts Python locaux via l'API REST sur le port 11434 et vous obtenez un assistant doté d'une mémoire contextuelle massive de 128 000 tokens. Je vous accorde que oui, avoir une telle fenêtre de contexte sur une machine de bureau, c'est une prouesse d'optimisation notable. Mais c'est même fondamental. Imaginez le cas d'usage. Vous pouvez littéralement fournir à votre assistant l'intégralité du code source d'un projet, plus une documentation juridique de 100 pages en une seule lecture. Ouais. Et là où ça devient vertigineux, c'est que ces petits modèles intègrent désormais nativement le traitement de l'audio et de l'image. Plus besoin de créer des pipelines complexes en empilant un modèle pour la voix, un autre pour la vision. Tout est fusionné, c'est vrai. Exactement, tout est natif. Donc, pour un assistant personnel censé trier vos factures visuelles ou transcrire vos mémos vocaux en temps réel, faire cela localement, gratuitement, sans qu'aucune de ces données intimes ne quitte votre machine, c'est pour moi la définition même de l'informatique souveraine. Vous configurez votre script pour pointer sur votre propre machine et voilà, vous avez ce fameux bunker équipé des technologies les plus pointues. Je vois tout à fait l'attrait de cette forteresse impénétrable, vraiment. Mais il faut regarder la réalité des capacités cognitives en fait. Et c'est là que j'aborde la question sous un tout autre angle. Je vous écoute. Le problème avec votre bunker, c'est que l'intelligence qui l'habite est intrinsèquement limitée par l'épaisseur des murs. Bien que le modèle E4B soit remarquable pour sa catégorie de poids,
Il ne représente pas le sommet de ce que l'IA peut accomplir aujourd'hui. La véritable démonstration de force de Google, c'est le modèle dense de 31 milliards de paramètres. Ah, le fameux 31B. Oui, ou encore leur modèle de 26 milliards basé sur la technologie des mélanges d'experts. Mais qui sont inaccessibles en local pour 99% des utilisateurs, faut être réaliste, hein. Laissez-moi terminer sur les capacités avant de parler du matériel. Un assistant personnel moderne basé sur OpenClaw, c'est plus juste un petit script Python qui classe des emails par mots-clés. Bien sûr que non. On parle d'un agent autonome capable de débugger des architectures logicielles entières. Si on regarde les benchmarks de GEMA4, le grand modèle de 31 milliards, résout près de 90% des problèmes mathématiques sur EMME 2026. Il a un score Elo de plus de 2100 sur Code4Sys. Ce sont des scores de compétition. Oui, et c'est un bond de géant. Or, cette profondeur d'analyse, cette capacité de planification multi-étapes pour des agents complexes, vous l'obtiendrez jamais avec les 4 pauvres milliards de paramètres de votre modèle local. Il lui manque simplement les neurones pour conceptualiser des problèmes aussi complexes. Je comprends votre raisonnement sur la puissance brute, mais il me semble que vous sous-estimez gravement les innovations sous le capot de GEMA 4, qui réduisent justement ce fossé matériel. Lesquels ? Eh bien, la manière dont le système gère sa mémoire a été complètement repensée. Google a intégré ce qu'ils appellent l'intention hybride à fenêtre glissante. Ah oui, le fameux compromis entre mémoire à court et long terme. Voilà. Au lieu de vous inonder de termes techniques, imaginez simplement comment vous lisez un livre complexe. Un ancien modèle, pour comprendre la fin d'un livre, devait relire chaque page depuis le début à chaque nouveau mot généré. C'était un gouffre en mémoire vive, c'est clair. Un gouffre. La nouvelle architecture, au contraire, maintient une lecture ultra précise des dernières pages, tout en gardant une sorte de vision périphérique très efficace pour le reste du texte. En combinant ça avec des embeddings optimisés par couche, ils ont réduit l'empreinte mémoire d'environ 30%. Donc, la question, c'est pas « Pouvez-vous faire tourner un modèle de 400 milliards de paramètres ?» La question, c'est « L'architecture moderne permet-elle de faire plus avec moins ?» Mon couteau suisse ultra léger face à votre usine industrielle. C'est une belle image. Oui, l'attention à fenêtre glissante explique comment ils peuvent ingérer 128 000 tokens sans saturer la RAM. C'est brillant. Mais reprenons l'architecture du mélange d'experts, le MOP-E. D'accord. C'est vrai que le modèle global pèse 26 milliards de paramètres. Et je sais que vous allez me dire qu'il n'en active qu'une fraction à chaque étape. Bah oui, il n'en active que 4 milliards par passe, c'est fondamentalement pour ça que ça devient viable. Oui, le concept du MOMAD est fantastique. Pour utiliser une métaphore à mon tour, c'est comme si, au lieu de réveiller toute une multinationale pour répondre à une question sur les impôts, on avait un système d'aiguillage qui réveille uniquement le département de la comptabilité. Exactement. Très efficace. Le reste du bâtiment reste dans le noir, ce qui économise énormément de ressources de calcul. Le modèle est donc très rapide, mais, et c'est un mais massif, la totalité de l'entreprise doit quand même résider dans les locaux. Tous ces experts en sommeil pèsent lourd sur le disque dur et, surtout, nécessitent d'être chargés dans la VRAM de la carte graphique. Ce qui peut être géré par des techniques de compression, on le sait bien. La quantification en Q4, bien sûr. C'est un peu comme réduire la résolution d'une grande photo pour qu'elle tienne sur votre téléphone. Vous perdez une infime fraction de précision, mais même avec les algorithmes les plus agressifs, ce modèle titanesque de 31B ou 26B réclamera toujours une vingtaine de gigaoctets de mémoire vidéo. C'est vrai que ça commence à faire beaucoup pour un portable. La physique reste la physique. L'utilisateur lambda qui veut un assistant n'a pas un H100 à 80 Go de RAM sous son bureau. Si vous le forcez à rester en local, son agent va suffoquer dès qu'une tâche exigera de la réflexion complexe. Il va rater la subtilité d'une consigne ou pire, halluciner complètement. C'est là que notre définition de l'assistante diverge, je pense. Il ne faut pas confondre un agent de recherche académique avec un agent exécutif du quotidien. C'est-à-dire ? Bien sûr. Si l'objectif est de trouver la solution à un théorème mathématique jamais résolu, un très petit modèle local fera pas le poids. Le document de recherche sur GEMA 4 le reconnaît lui-même. Mais avons-nous vraiment besoin d'un chercheur lauréat du prix Nobel pour automatiser le renommage de nos fichiers ou résumer nos réunions d'équipe? Pas pour renommer des fichiers, non ? Ou piloter le système via un script Python? Pour 95% des tâches quotidiennes orchestrées par OpenClaw, la réactivité et l'intégration locale valent bien plus que l'omniscience d'un modèle géant. C'est un argument convaincant, mais avez-vous considéré l'économie de l'accès aujourd'hui ? C'est là que le cloud change complètement le paradigme. Financièrement, Oui,
Si l'accès à l'intelligence artificielle suprême nécessitait de débourser des milliers de dollars en matériel, je vous donnerais raison. Historiquement, louer un serveur H200 dédié, ça coûtait entre 46 et 172 dollars par mois. Mais des plateformes comme Hugging Face ont totalement renversé ça avec zéro GPU. Ah, les offres mutualisées. Précisément, Hugging Face Pro à 9 dollars par mois, ça démocratise l'accès. Au lieu de louer un serveur en continu, vous déclarez vos besoins dans votre code Python, le système vous prête dynamiquement une infrastructure colossale pour la durée exacte de la requête et la reprend. Et pour 9 dollars, C'est astucieux, je le reconnais. de même, l'API de Llama Cloud à 20 dollars par mois vous donne accès à cette puissance gigantesque avec une interface compatible OpenAI. Vous tapez juste base URL égale https://olama.com v1 et bam. S'imposer un modèle limité au nom de l'idéologie du tout local, c'est ignorer que pour une misère, votre script peut convoquer un cerveau mondial instantanément. C'est un point intéressant, bien que je le formulerai autrement. Je saisis tout à fait l'argument financier de ces API. La location à la requête est une belle ingénierie. Cependant, il y a un piège fondamental que vous éludez. Lequel ? La différence entre un simple script ponctuel et un agent autonome. Un script classique s'exécute, trouve une réponse et s'éteint. Payer à la requête a du sens. Mais un vrai workflow agentique avec OpenCloud, ça écoute, ça observe, ça boucle sur des plans d'action en arrière-plan. Le cloud gère très bien ces volumes de requêtes. Il y a des millions de crédits inclus. Il les gère, oui, mais avec une variabilité énorme. Si votre agent interroge le grand modèle en boucle pour corriger ses propres erreurs, votre petit abonnement économique va fondre. Vous allez finir sur les plans max à 100 dollars par mois. L'architecture locale, elle, est prévisible. Une simple variable d'environnement Olama Kepalave égale -1 permet de maintenir le modèle E4B chargé en permanence dans votre RAM. La première question consomme de l'électricité et la 10 millième vous coûte exactement 0 centime supplémentaire. Pas de latence réseau et aucune dépendance économique. Vous économisez quelques millisecondes de latence, d'accord, mais si c'est pour que le modèle boucle sur lui-même parce qu'il n'arrive pas à résoudre un problème de code, l'économie de temps est vite perdue. Mais je sens que vous allez ramener le sujet sur la vie privée, non ? Effectivement, car il y a un point qui pour moi surpasse tous les benchmarks de mathématiques et c'est l'intimité des données. On y vient. Bah oui. Par définition, un assistant personnel utile est profondément intrusif. Si vous utilisez OpenSclore pour lui donner accès à votre calendrier, vos factures médicales, vos relevés bancaires, pouvons-nous sérieusement envisager d'envoyer tout ce flux de conscience vers une API distante sur des serveurs qui ne nous appartiennent pas ? Je vois. C'est là que le bunker prend tout son sens via l'installation locale d'Olama. Avoir l'infrastructure sur son propre disque dur, garantie par une licence Apache 2.0 stricte, sans les limites de Llama 4, c'est l'acte fondateur d'une vraie souveraineté. Je suis désolée, mais je n'y crois pas du tout. Laissez-moi vous dire pourquoi. Allez-y. C'est une peur très compréhensible, mais elle s'appuie sur une vision obsolète du cloud. L'industrie s'est adaptée. Si vous lisez la documentation de Gemma 4, elle précise bien que les fournisseurs d'API de confiance agissent aujourd'hui comme des proxys aveugles. Ce ne sont que des promesses contractuelles. Non, techniquement, aucune donnée envoyée n'est loguée ou utilisée pour l'entraînement. Et même pour les cas extrêmes, genre les données de santé ou le RGPD, il y a des API comme Vertex AI Sovereign Cloud. Le cloud souverain, ça reste l'ordinateur de quelqu'un d'autre. Mais avec le support TPU Trillium, vous avez des garanties matérielles d'entreprise en souveraine FR. Les données transitent de manière chiffrée de bout en bout et vous seul possédez la clé cryptographique. Vous avez la garantie matérielle que le processeur distant calcule vos données sans jamais les voir en clair. La souveraineté, aujourd'hui, c'est plus forcément de posséder la tour en métal, c'est de posséder la clé. Vous avez la puissance démesurée du modèle de 31B avec la sécurité d'un coffre-fort. C'est une redéfinition sémantique très habile, il faut l'admettre. Merci. Mais au-delà de l'aspect privé, il y a la résilience physique. Que fait votre super assistant cloud surpuissant quand vous êtes hors réseau dans un endroit reculé ? Puisque Gemma 4 inclut l'audio nativement en local, je peux développer un script Python et converser vocalement avec mon agent au beau milieu de la forêt, sans aucun réseau. Je vous accorde le charme de la conversation sylvestre. Riez si vous voulez. Mais franchement, si je suis au milieu d'une forêt, est-ce que j'ai vraiment besoin que mon agent génère l'analyse d'un algorithme complexe ? Non. L'exactitude des réponses est la première qualité d'un assistant. C'est pourquoi je suis convaincue que l'avenir, c'est l'hybridation intelligente. L'hybridation des deux mondes, hein ? Exactement. Ce n'est pas l'un ou l'autre. La véritable révolution, c'est que les interfaces sont standardisées.
Que vous interrogiez le modèle EKB en local ou le monstre de 31B sur Ollama Cloud, le code Python ne change quasiment pas. C'est vrai que la transition est fluide. Une architecture bien conçue évaluera la difficulté. Pour allumer une lumière, le petit modèle local gratuit suffit. Mais s'il détecte une tâche complexe, le script bascule dynamiquement, appelle l'API Zero GPU à $9, récupère le résultat et referme la connexion. Le meilleur des deux mondes. Je dois bien admettre que la flexibilité offerte par cette standardisation est remarquable. Modifier un seul paramètre pour passer du local à l'API réduit énormément la friction. Tout à fait. Mais pour synthétiser les philosophies qui s'affrontent aujourd'hui, je m'en tiendrai que si Gemma 4 redéfinit le paysage, c'est parce qu'il émancipe les petits modèles. Grâce à l'attention à fenêtre glissante de 128K tokens et l'audio natif, des modèles 4B offrent une indépendance inégalée. Ça rend la création d'assistants personnels résilients, gratuits et privés accessibles à tous, avec un simple script Python. Chacun ses priorités. Voilà, ça prouve que la forteresse locale peut être un lieu d'innovation de pointe. Et pour résumer ma perspective, je dirais que la libération apportée par Gemma 4, c'est l'effondrement des barrières matérielles. L'utilisation stratégique des API comme l'interface compatible OpenAI sur Ollama Cloud permet d'injecter une intelligence de classe mondiale, le 31B, dans n'importe quel assistant léger. Vous avez un niveau d'expert sans investir des milliers d'euros. Ce sur quoi nous convergerons, c'est que le choix de la licence Apache 2.0 pour l'ensemble de ces architectures, couplé aux performances sur Live Code Bench et ILM, clôture vraiment le débat sur la légitimité de l'open source. Totalement. C'est un chef-d'œuvre technique mis à disposition de la communauté. Et il y a d'ailleurs bien plus à décortiquer dans leur documentation. Nous suggérons fortement à ceux qui nous écoutent de tester eux-mêmes ces scripts pour construire leur propre Gemmaverse. Exactement. Expérimentez. La barrière à l'entrée a disparu. Testez le local, testez les API hybrides et voyez ce qui marche. En définitive, c'est à vous de choisir le curseur parfait entre la forteresse locale et la puissance du cloud hybride. Merci de nous avoir rejoints pour ce débat stimulant et à très bientôt. À bientôt.